I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So our orders get all backed up. We're drowning in paperwork, then actually drowning. Carol is fighting off sharks with a stapler, and pirates are pillaging the office copier, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant goes beyond the resume, using unique insights to deliver a smarter shortlist. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Salut à toutes, salut à tous. La troisième étape aujourd'hui du Tour Down Under. Une étape qui devrait sourire plutôt aux sprinteurs, à moins quand même d'une grosse surprise. 141 km aujourd'hui et c'est plutôt plat. Il y a quand même une difficulté au début. Un col de première catégorie de la Wickham Hill, 3 km à 7% de moyenne. C'est donc à peu près similaire à la difficulté d'hier où Jay Vine a fait exploser tout le monde. Mais comme c'est en début d'étape, ça devrait se monter à un rythme beaucoup plus tranquille. Et ensuite, jusqu'à l'arrivée, c'est quasiment plat. Il y a le mont Barker, 1 km à 4%, c'est pas grand-chose. Donc aujourd'hui, ça sera certainement, très certainement pour les sprinteurs. Et Dieu merci, la Team Emirates, même s'ils ont un sprinter avec Juan Sebastian Molano, s'il y a bien un domaine où ils sont très souvent battus, c'est sur les sprints. C'est les seuls types d'étapes qui ne gagnent pas. Et donc aujourd'hui, ça sera l'occasion pour Samuel Sword, qui n'a pas encore gagné comme d'habitude sur son Tour Down Under, pour Mathieu Brennan, pour Tobias Lund Andresen évidemment, vainqueur il y a 2 jours, et tous les autres, Danny Van Poppel, Jensen Plowright, Luc Lamperti, Tim Tottenberg, Lionel Tamigno, le duo Corbin Strong et Ethan Vernon pour la NSN, Alberto Dainese, Casper Van Hunden, Henrik Ressel, voilà, plein de monde pour faire ce sprint aujourd'hui, pour se disputer la victoire sur cette troisième étape du Tour Down Under qui par contre ne devrait pas avoir d'influence au classement général, un classement général qui de toute façon est complètement dépouillé de tout suspense. La seule question qui reste, c'est est-ce que Jonathan Narvaez va aller tenter de titiller Jay Vine ou est-ce qu'ils vont s'entendre et laisser Jay Vine tranquillement s'imposer? On verra ça, pas aujourd'hui, mais demain pour l'étape reine. Aujourd'hui, c'est la troisième étape, c'est pour les sprinteurs. Chute de Beloki juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Allez, c'est parti, le kilomètre 0 après un très très long départ neutralisé. Ça fait 15 km de départ neutralisé. Ça fait au moins une demi-heure qu'ils sont partis les coureurs, mais c'est seulement maintenant le kilomètre 0. Et immédiatement, une attaque de 2 coureurs avec Enzo Paleni pour la Groupama FDJ, accompagné par un coureur de la Lotto, Baptiste Weisstroffer, 2 Français là, qui partent à l'avance. C'est vrai que la Groupama FDJ, ils n'ont pas vraiment de sprinter à part le jeune Lewis Bauer. La Lotto, ils ont Lionel Tamigno. C'est pas un top sprinter. Et puis il y a Martin Urienstad là, qui sent que ces 2 coureurs qui sont partis direct, c'est peut-être l'échappée du jour. Et s'il veut défendre son maillot de meilleur grimpeur qu'il a sur les épaules, il faut qu'il parte. Il faut qu'il les accompagne en espérant que Pepin Renderix, son principal adversaire dans cette lutte, ne le suive pas. Et pareil, du côté de l'Uno X, c'est Eric Ressel, c'est le sprinter. C'est pas celui qui a le plus de chances de s'imposer aujourd'hui. Donc c'est logique de mettre quelqu'un dans l'échappée. Alors que la plupart des autres équipes, ils ont un coureur qui a le potentiel pour s'imposer aujourd'hui. Et donc, mettre un coureur devant alors qu'on veut un sprint pour que son sprinter gagne, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et voilà, Martin Urienstad, il a fait le jump. Il rejoint Enzo Paleni, Baptiste Weisstroffer, les 3 coureurs qui sont partis. Pour l'instant, personne d'autre qui sort du peloton, qui évidemment ne poursuit pas. Un petit trio à l'avant pour tous les équipes de sprinters, ça leur va très bien. On est parti depuis 10 km. Et l'écart qui a grandi, alors vraiment là, l'échappée s'est faite en 300 mètres. L'attaque d'Enzo Paleni suit par Weisstroffer. Martin Urienstad qui suit et qui attaque 10 secondes plus tard. Les 3 hommes qui se regroupent et qui creusent l'écart. Désormais, il y a 2 minutes d'avance, 2 minutes 10. Et c'est le moment où un coureur de l'Ineos se met en tête. Lucas Hamilton pour l'Ineos Grenadier. Il y a Tim Rex pour la Visma Lease Bike qui avait beaucoup travaillé lors de la première étape, qui aussi se terminait au sprint, qui est juste derrière lui. Et voilà, on va voir ces 2 équipes, l'Ineos et la Visma, travailler ensemble et gérer l'écart avec ses échappés. On est parti pour une étape des plus classiques aujourd'hui, avec une échappée de 3, un peloton qui ne veut qu'un sprint et qui va très certainement les prendre dans le final. Il y aura quand même un petit peu d'enjeu avec bientôt la montée de la Wickham Hill. Il y a 10 points à prendre au sommet, c'est un col de première catégorie. Et là, il y a la bonne affaire pour Martin Urienstad. Enzo Paleni, il a aussi des points dans ce classement. On verra s'il va vouloir les disputer. Je ne pense pas, mais on ne sait jamais. Il y aura ensuite 2 sprints intermédiaires, mais les échappés sont loin au classement général. Le mieux classé, c'est Enzo Paleni, à 2 minutes et 48 secondes de Jay Vine. Donc les petites secondes bonus,
ça les intéressera pas. Et puis les derniers points de la montagne, c'est dans longtemps. Ensuite, ça sera le Mont Barker. Ça sera dans une centaine de kilomètres. Donc là, pas sûr que Martin Urienstad va pousser jusque-là. On verra ça. Ou peut-être qu'il va se relever dès le sommet de la Wickham Hill passé. Ça sera dans une vingtaine de kilomètres. On va suivre ça. On va arriver au sommet de ce col de première catégorie, le Wickham Hill. Les 3 hommes de tête qui ont toujours un écart assez stable, de 2 minutes d'avance sur un peloton mené par donc des coureurs de la Visma Lease the Bike, de l'Ineos Grenadier, mais aussi de la Decathlon CMA CGM. Comme ils ont gagné il y a 2 jours, on l'a sûrement dit de prendre leurs responsabilités aussi, de venir travailler. On a donc 3 équipes, ou plutôt 3 coureurs de 3 équipes qui sont à la poursuite des 3 hommes de tête. On est à 200 mètres du sommet, Martin Urienstad qui mène devant Baptiste Weisstroffer et Enzo Paleni. Est-ce qu'Enzo Paleni, donc, qui a quelques points, puisqu'il était dans l'échappée lors de la première étape, va tenter d'aller surprendre Urienstad comme Renderick l'avait fait hier? C'est peu probable. On va laisser Martin Urienstad qui est devant pour la 3e fois en 3 jours dans l'échappée, le Norvégien, et Urienstad qui passe à l'instant en tête devant Weisstroffer et Paleni. Pas de bataille dans ce groupe. 10 points de plus donc pour Urienstad. Ça commence à être intéressant. On va voir si dans le peloton, Pepin Renderick va aller prendre des points parce qu'il y a encore 2 et 1 point à prendre pour le 4 et le 5e qui passeront au sommet. Allez, le peloton qui arrive à son tour, mais personne qui ne jaillit devant le coureur de l'Ineos Grenadier, la Lucas Hamilton. Il me semble qu'il passe en tête, prend 2 points. Tim Rex Dansarou qui prend 1 point. Le scénario qui est figé désormais, on est encore très loin de l'arrivée. 107 km de l'arrivée, 2 minutes et 13 secondes d'avance pour les 3 hommes de tête. On peut noter aussi que Martin Urienstad ne s'est pas relevé. Il aurait pu se dire, c'est bon, ma mission est accomplie pour aujourd'hui, je me relève, j'attends le peloton. Non, il reste avec Paleni et Weisstroffer, ces 3 coureurs qui vont tenter de résister le plus longtemps possible. L'écart qui est en train de diminuer un petit peu là pour les 3 hommes de tête, plus qu'1 minute et 12 secondes. On est encore très loin de l'arrivée, 83 km. Il est fort probable que cet écart va faire un petit peu le yo-yo entre 1 et 2 minutes parce que le peloton ne va pas vouloir reprendre ses échappées non plus trop tôt. On arrive au sprint intermédiaire. Est-ce qu'ils vont s'amuser à le faire? Il y a Baptiste Weisstroffer qui se dresse sur ses pédales, qui passe devant les autres et qui va aller prendre les 3 secondes et certainement aussi la petite prime qui va avec. Voilà pour le plaisir. Baptiste Weisstroffer qui a fait une toute petite accélération et qui passe devant Enzo Paleni et Martin Urienstad, histoire de se montrer, de prendre la petite prime, de s'amuser aussi. Voilà. En tout cas, l'étape est vraiment très très tranquille. C'est ce qu'on appelle un jour de transition sur le vélo. Mais il sont importants aussi ces étapes, bien sûr, pour se reposer. Puis demain, c'est l'étape Rennes. Il y a une étape difficile, donc c'est aussi normal. On a le temps de faire un petit focus. Alors voilà, on a 3 coureurs à l'avant. Aucun n'a jamais gagné la moindre course. Je vais faire comme j'ai fait lors des 2 premières étapes. Je vais faire le premier attaquant du jour. Et celui qui est parti au tout début, c'est Enzo Paleni. Il avait Weisstroffer qui était vraiment directement dans sa roue. Mais voilà, Paleni, 23 ans, coureur qui a fait toute sa carrière à la Groupama FDJ. Il a commencé dans l'équipe continentale avant de devenir pro en 2023. C'est donc sa 4e saison pro chez la Groupama. La Groupama qui s'appelle désormais la Groupama FDJ United. Ils ont ajouté un petit United dans leur nom pour faire un petit peu plus anglais du côté de la Groupama. Soit, pas de victoire donc pour Paleni. Son meilleur résultat, il a fait 4e sur une étape du Giro en 2024. Ça, c'était quand même joli, une échappée qui était allée au bout. Il a d'ailleurs participé 2 fois au Giro. C'est les 2 seuls grands tours qu'il a fait dans sa carrière. Et c'est parti de l'échappée victorieuse de Benjamin Thomas qui avait remporté lui l'étape. Enzo Paleni était là, mais il avait fini 4e. C'est plutôt un coureur de contre-la-montre. Enzo Paleni, c'est donc un bon rouleur. Il a participé une fois à un monument, c'était le Tour de Lombardie qu'il avait terminé 90e. L'an passé, Enzo Paleni, il n'a pas fait grand-chose. Une 10e place sur le chrono d'une étape du Tour du Poitou-Charentes. C'est ça son meilleur résultat de l'an passé. Il avait fait 11e des championnats de France du contre-la-montre. Enzo Paleni, c'est surtout un coureur d'échappée. On le voit souvent à l'avant et là, c'est déjà la 2e fois qu'il est à l'avant sur ce Tour Down Under, encore en compagnie de Martin Urienstad. Et cette fois-ci avec donc Baptiste Weisstroffer. Malheureusement pour lui, l'écart étant ce qu'il est, le profil de l'étape étant ce qu'il est, le peloton motivé pour aller vers un sprint. Ça sera probablement pas aujourd'hui que Paleni ni ses 2 compagnons d'échappée iront chercher leur première victoire de leur carrière. Mais ils ont le mérite d'essayer, d'animer un petit peu cette course. Désormais, qu'est-ce qu'on va attendre? 40 km, et dans 40 km, ce sera le second sprint intermédiaire, où il ne se passe pas non plus forcément grand-chose. Le peloton les aura probablement pas repris d'ici là, ça joue au chat et à la souris, on maintient un écart vraiment minime, on leur laisse pas beaucoup d'espoir aux hommes de tête d'espérer quoi que ce soit aujourd'hui.
Aujourd'hui, c'est une étape qui donne une vraie raison de vivre à 100% cyclisme parce que je vous épargne tous ces moments où il ne se passe absolument rien. Et aujourd'hui, c'est vraiment une étape où il se passe quasiment rien depuis le kilomètre 0. Les 3 coureurs qui sont partis. Et là, il va se passer quelque chose parce qu'on va arriver au deuxième sprint intermédiaire. Quand il va se passer quelque chose. Toute proportion gardée, Matthias Weistrofer qui est en tête et qui va encore une fois passer devant les deux autres. Il s'est passé vraiment une toute petite chose. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent aujourd'hui. L'écart, 1 minute, même moins, 50 secondes là, pour les 3 hommes de tête sur le peloton qui jouent avec eux. Il y a eu 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes, puis ça redescend, ça remonte. Là, il n'y a plus que 50 secondes. Ça va probablement remonter encore un peu. On est à 40 km de l'arrivée. C'est un peu trop tôt probablement pour les reprendre. Et puis Martin Orienstad, il va vouloir pousser encore un peu parce qu'il n'y a plus que 15 km avant la deuxième difficulté du jour, le Mount Baker. 5 points à prendre au sommet de ce col de 3e catégorie qui est très facile, qui ne posera pas de soucis au peloton derrière lui. En tout cas, Matthias Weistrofer a remporté les 2 sprints intermédiaires, pris les 2 primes qui vont avec. Les 6 secondes, il s'en contrefiche. Une étape toute tranquille qui se terminera à 99,999% sûr au sprint. Mais qu'est-ce qui se passe là d'un seul coup? Juste après le sprint intermédiaire, là, le peloton qui a passé, il y a eu une attaque. Ça monte légèrement. C'est un coureur de la Jacko Alula qui a attaqué. Il est suivi par un coureur de l'équipe nationale australienne. Mais alors, ça suit derrière. Il y a même Adam Yates, il y a Jevine qui contre-attaque, qui le suivent. Et là, qui c'est là? C'est Santiago Buitrago qui met une attaque. Coureur de la Bahrain Victorious. Alors là, on essaye d'un seul coup de mettre la pression aux sprinteurs. Je sais pas, on tente de partir en contre. C'est très étonnant ce qui se passe. Et là, le peloton qui est en file indienne. Il y a même des petites cassures par-ci, par-là. Ah, il y a des gens qui ont dû être surpris parce que le rythme était tellement tranquille depuis le début. Et d'un seul coup, sous l'impulsion d'un coureur de la Jacko Alula, est-ce que c'était Kellan O'Brien encore qui a mis cette accélération? Et ben ça a aiguisé des appétits des coureurs qui l'ont suivi. Mais ensuite, on a les équipes de sprinteurs, des coureurs de l'Ineos et de la Team Visma qui ont suivi ensuite ce mouvement aussi pour les calmer. Et là, c'est en train de se regrouper. Voilà, on a eu un petit 30 secondes d'excitation, là, une petite minute. Mais c'est trop loin de l'arrivée et surtout, il n'y a pas de relief, il n'y a pas assez de relief pour faire des différences. Ça va se regrouper. Et ça, par contre, cette accélération, ça a quasiment condamné les échappés parce qu'il n'y a plus que 30 secondes d'avance pour les 3 hommes de tête. Et encore un coureur de la Jacko Alula qui fait une accélération. C'est Luke Durbridge qui met cette accélération. La Jacko Alula... alors c'est vrai qu'ils n'ont pas vraiment de sprinteurs dans leur équipe, donc ça les intéresse pas d'aller au sprint. Ils tentent de sortir, mais ça marche pas. Coureur de la Visma Lease Bike qui était immédiatement dans sa roue, c'était Tim Rex. Et il essaye de mettre un go rythme. Il y a encore un coureur qui attaque. Là, c'est coureur de l'équipe nationale australienne. Il est suivi immédiatement par un coureur de l'Ineos cette fois-ci. Il y a aussi un coureur de la Picnic Post-Enel qui suit ses mouvements. Et là, ces 3 coureurs, ils ont réussi à prendre une toute petite avance. C'est Patrick Eddy, le champion d'Australie en titre de la course en ligne qui est sorti, suivi par ce coureur d'Ineos. Mais voilà, Patrick Eddy se retourne pour demander à l'Ineos de venir lui filer un coup de main. Et l'Ineos, il dit tout de suite non, je te passe pas de relais. Je suis pas là pour ça, moi. Je suis là pour essayer d'amener Sam Walsford au sprint. Et donc, je ne passe pas. Le coureur de la Picnic Post-Enel, lui, a réussi du coup à rejoindre. Il est dans la route Patrick Eddy. Coureur de la Bahrain Victorious qui de nouveau fait l'effort, qui rejoint ce trio. On a donc 4 hommes là qui sont partis en contre. Mais ça s'entend pas très bien. Le coureur de l'Ineos qui fait un bon boulot pour saper leurs efforts. C'est Robert Stannard pour la Bahrain Victorious qui a rejoint Patrick Eddy et compagnie. Et 2 autres coureurs, l'Ineos. Et aussi le coureur de la Picnic ne travaille pas. Picnic Post-Enel, ils ont Casper Van Houten. Ils se disent que peut-être une victoire au sprint est possible. En tout cas, c'est une phase inattendue là. Parce que vraiment, c'était l'étape de la sieste. Et d'un seul coup, tout le monde doit avoir du jus. Parce que ça a été tellement tranquille jusqu'ici. On est à 36 km de l'arrivée. Et là, le peloton qui est un petit peu désorganisé. Il y a d'autres coureurs en tort qui tentent de sortir. Alors, les écarts sont évidemment minimes. Je pense quand même que tout finira par se regrouper. Mais là, il y a des coureurs un petit peu de partout. Et le duo Patrick Eddy et Robert Stannard qui ont réussi à se débarrasser du coureur de l'Ineos. Ils ont réussi à priver d'abord. Mais le coureur de l'Ineos qui revient au sprint sur eux pour leur saper le moral. C'est Embret Svestad Bartseng, le Norvégien, qui est là pour Ineos et qui suit toutes ces accélérations des 2 autres coureurs. Et pour la Picnic Post-Enel, c'est Chris Hamilton qui est là et qui lui non plus ne passe pas de relais. Le peloton qui s'est un petit peu organisé de nouveau derrière,
qui est vraiment 5 secondes derrière. C'est un coup tenté par Stannard et Patrick Eddy, mais ça a quasiment aucune chance de réussir. Qu'est-ce qu'il fait là? Il y a un coureur de la Groupama FDJ qui attaque, alors qu'on est dans une zone de ravitaillement. Alors ça c'est jamais bien vu. Le coup là de Patrick Eddy et Robert Stannard a été repris. C'était il y a une dizaine de kilomètres. Là on est à 25 km de l'arrivée. Zone de ravitaillement. Les échappés devant ont repris un petit peu d'avance. Ils ont 1 minute. Et là c'est Titou en Fontaine, jeune coureur de 20 ans de la Groupama FDJ, qui attaque dans cette zone de ravitaillement où tout le monde évidemment ralentit, essaye de prendre des bouteilles, des muvettes. Ça va pas être bien vu. Et puis c'est étonnant parce que il a un équipier devant avec Enzo Paleni. Alors quel est le but? On ne sait pas trop. Pendant ce temps, les 3 hommes de tête, eux, ils arrivent au sommet de la dernière difficulté du jour. Ce petit Mont Barker, 4% de moyenne. Martin Royenstad qui mène devant les 2 gros gabarits que sont Weisstroffer et Paleni. C'est clairement pas des grimpeurs. On les voit, ils dandinent là, gauche-droite, pour tenter de suivre le rythme de Royenstad, qui n'est pas vraiment non plus un grimpeur, mais qui est quand même un gabarit beaucoup plus léger. Et Royenstad qui va passer en tête, prendre 5 points de plus. Et là, il va commencer à avoir un beau pactole. Il est fort probable que plus personne n'aille le chercher là, dans cette compétition. C'est peut-être pas mathématiquement fait, mais à mon avis, s'il termine ce Tour de Under, s'il n'abandonne pas, c'est lui qui va remporter ce maillot de meilleur grimpeur. Comme bien souvent, celui qui est le meilleur grimpeur au soir de la première étape, le remporte à la fin. En tout cas, c'est le cas sur les tours d'une semaine. C'est moins le cas sur les grands tours. Est-ce qu'il va rester avec les 2 rouleurs français, Martin Royenstad, leur donner encore des coups de main? Parce que Paleni et Weisstroffer, ils sont clairement en mission. Là, ils vont pas se relever, ils vont tenter d'aller jusqu'au bout. Et là, on revient sur Titou en Fontaine qui s'est relevé. Je comprends pas là. Ce qu'a fait Titou en Fontaine, on a dû lui dire immédiatement d'arrêter ses bêtises, de retourner dans le peloton, parce que ça se faisait pas trop ce qu'il a fait. Voilà, c'est l'apprentissage évidemment pour un jeune coureur. Sa première saison professionnelle, Titou en Fontaine. On va voir si quelques coureurs là, lui disent un petit mot au moment où il est repris. Non, il passe aux côtés du train de la Visma Is the Bike. À mon avis, Titou en Fontaine, là, il a été alerté dans la radio par son directeur sportif de se relever immédiatement parce qu'il avait fait un move pas très classe là. Allez, 24 km de l'arrivée et l'écart qui regrandit pour les 3 hommes de tête, Paleni, Weisstroffer, Royenstad, qui font une très belle étape. Ils ont 1 minute 20 d'avance désormais. Allez, là, c'est fini là pour Martin Royenstad qui fait même fait un petit geste aux 2 Français qui leur dit allez, j'en peux plus. Il a passé un dernier relais quand même. C'est beau, une belle entente là entre ces 3 coureurs. Royenstad, il était à l'avant 3 jours de suite, il en peut plus. Et désormais, c'est à Paleni, à Weisstroffer de faire le boulot, de tenter de réaliser un exploit. Il faut dire aussi que Paleni et Weisstroffer, c'est des purs rouleurs, des très gros gabarits. Royenstad, beaucoup plus léger, ne pouvait pas suivre le rythme sur ces routes désormais assez plates. Toujours 1 minute 20 d'avance, on est à 17 km de l'arrivée. Il n'y a plus que 2 hommes devant, Enzo Paleni, Baptiste Weisstroffer. Derrière le peloton qui ne panique toujours pas, mais va quand même falloir aller les chercher parce qu'on le sent dans le coup de pédale de ces 2 Français. À la fois qu'ils ont encore du jus parce qu'ils ont tranquillement géré cette étape pour pas trop se livrer, et à la fois parce qu'ils sont surmotivés. Il faudra aller les chercher. Baptiste Weisstroffer, il peut pas suivre le rythme d'Enzo Paleni. Là, on est dans un passage qui grimpe un peu. C'est une toute petite dernière ascension non répertoriée. Et c'est trop dur pour Weisstroffer qui est lâché par Enzo Paleni. C'est dommage parce qu'à 2, ils auraient quand même eu plus de chances de résister. Mais là, Paleni, il ne peut pas l'attendre évidemment. Il doit continuer sans lui. 12 km 500 de l'arrivée, 50 secondes d'avance. La mission qui apparaît comme de plus en plus compliquée pour Enzo Paleni qui, comme lors de la première étape, sera le dernier résistant de l'échappée. Ça alors, mais quel coureur ce Baptiste Weisstroffer qui est en train de revenir sur Enzo Paleni alors qu'il était distancé, il était pointé à au moins 15 secondes de Paleni. Et là, sur une partie un peu plus descendante, il est en train de revenir. Alors, il est moins bon grimpeur que Paleni, donc il a été lâché quand ça montait. Maintenant que c'est plus plat en descente, il est meilleur rouleur que Paleni. Il est en train de revenir au prix d'un terrible effort. Il revient mètre par mètre, mais il va revenir, ça y est, dans la roue d'Enzo Paleni. Pas sûr qu'il puisse lui passer un relais tout de suite, mais de manière assez inattendue. Les 2 Français qui sont de nouveau ensemble à l'avant. Et l'écart qui est intéressant, 45 secondes d'avance, on est à 6 km 500 désormais de l'arrivée. Et ce retour complètement inattendu de Weisstroffer, qu'on pensait définitivement lâcher, une fois qu'il avait lâché prise. Ça arrive rarement. Coureur lâché dans une échappée qui ensuite revient. Très inattendu, mais le peloton qui ne panique pas. Les trains sont encore
pas tout à fait formé. Il lui reste encore un petit peu de temps pour revenir, mais il va falloir quand même se dépêcher là. Il n'y a plus que 6 km. Et il faut qu'il bouge encore 46 secondes sur le duo de très bons rouleurs français qui font vraiment une étape formidable quand même là. Et là, il y a de nouveau une petite ascension. On est à 3 km 400 de l'arrivée. Et du coup, Baptiste Weishofer, il est encore lâché. Il a passé pourtant un relais. Là, il est en train de passer un relais, mais il a lâché. Ah, c'est incroyable. Hein. Incroyable ce que fait Weishofer. Il est revenu de nulle part pour finalement repasser un relais, tenter de donner de l'aide à Enzo Paleni. Mais là, elle fait mal. Elle fait mal cette dernière petite ascension. Mais c'est quoi? C'est même pas 1 kilomètre. Des pourcentages qui sont autour de 4-5%. L'écart qui a d'un seul coup fondu est passé de 35 secondes à 10 secondes. Le peloton qui vient de reprendre Baptiste Weishofer, c'est la NSN Cycling Team, qui est la mieux placée, avec Corbin Strong, évidemment. La Visma Lease Bike aussi de Mathieu Brennan, plutôt bien placée. La Red Bull de Danny Van Poppel aussi. Allez, c'en est fini de cette dernière petite ascension. 3 km de l'arrivée. Enzo Paleni est toujours devant, mais malheureusement, ça va être trop juste. À cause de cette toute petite dernière... c'est pas un mur, hein, c'est une dernière pente. Mais ça lui aura été fatal, même s'il n'est pas encore tout à fait repris. Allez, on voit Jensen Plowright, hein, bien placé pour l'Alpecin. Casper Van Houten pour la Décathlon, lui aussi dans les premières places du peloton, mais il n'a aucun équipier avec lui. Je ne sais pas où il est son lanceur. La Tord Gommelstad, il n'est pas là, il n'y a personne pour l'aider. C'est assez désorganisé, cette ascension a été quand même montée à vive allure et il y a peut-être des coureurs qui ont eu un petit peu de mal à monter. Des sprinteurs ou des lanceurs qui sont relégués peut-être en fin de peloton et qui vont avoir du mal à remonter d'ici là. C'est vraiment la Visma Lease Bike et la NSN qui sont la mieux organisée. C'est à peu près les deux seules équipes à avoir véritablement un train de formé pour l'instant à 2 km de l'arrivée. Enzo Paleni, il a encore 9 secondes. Hein. Il a encore 9 secondes. Ah, il va être pris sous la flamme rouge. L'XDIS Astana, qui a aussi quelques coureurs, 4 coureurs aux avant-postes là pour mener Aaron Gate. On a la Tudor qui va peut-être amener Zilliard. Et pour Enzo Paleni, ça va être bientôt fini. Ah là là, que c'est cruel. Il se retourne. Il passe la flamme rouge à l'instant. Il est encore devant. Ça va être trop tard. Allez, on a 2 coureurs de la Visma Lease Bike en tête. Ouais, Mathieu Brennan, il est en deuxième position. Ça y est, Enzo Paleni est repris à 800 mètres de la ligne. Beau travail. Mais ça ne sera pas suffisant encore une fois. Et les Ineos aussi, on ne les voit pas trop pour l'instant non plus. Là, le maillot de Sam Welsford, il est un peu bloqué pour l'instant. On a Liam Walsh qui est très bien placé, coureur de l'équipe nationale australienne dans la roue de Corbin Strong, il me semble. Et Tord Gommelstad, tiens, ça y est, il est là, Gommelstad. Et d'un seul coup, c'est vraiment un remake de la première étape. D'un seul coup, Gommelstad en tête, Andresen en deuxième position. Ineos qui aussi jaillit d'un seul coup. Ils ne veulent pas se faire avoir. Et ceux qui prennent d'un seul coup la tête, Sam Welsford qui va être parfaitement lancé. Ça y est, pour l'instant, Sam Welsford clairement en tête. Il a un coureur de la Groupama, le jeune Lewis Bauer qui tente de revenir, mais Sam Welsford sera imbattable. Victoire nette et sans bavure de Sam Welsford là. Là, il n'y avait pas photo. Mais il me semble que c'est le coureur de la Groupama FDJ qui vient prendre la deuxième place. Certainement Lewis Bauer. En tout cas, c'est le sprinter attitré normalement dans cette équipe. Et Tobias Lund Andresen, encore bien lancé par Gudmestad, mais il doit prendre que la troisième place parce que la Ineos a attendu vraiment le dernier moment. Je ne les voyais pas. Il n'y a qu'aux 500 mètres que d'un seul coup, c'est Samuel Watson et Ben Swift qui ont jailli pour amener Welsford à la victoire. Et une fois qu'il était lancé, il a gardé plus d'un vélo d'avance sur ses premiers poursuivants. J'ai pas du tout vu où a fini Mathieu Brennan, mais c'est encore un échec pour le jeune Britannique. Allez, on revoit le ralenti. Avec, il termine avec plus d'un vélo d'avance. En fait, c'est Andresen qui va prendre la deuxième place, qui double Lewis Bauer sur la ligne. Et puis, il me semble que c'est Finn Fisher Black qui a fait le sprint pour la Red Bull Boranzro qui était là. Corbin Strong qui doit faire 5e. Tous les autres sprinteurs qui sont assez loin. Mathieu Brennan, je ne suis même pas sûr qu'il aille faire le top 10. Ça s'est pas du tout bien passé pour lui. Par contre, ça s'est très bien passé pour Sam Welsford. Voilà, on est en Australie, sur cette petite course qu'il aime bien. Le seul endroit où il arrive à gagner des courses World Tour, c'est ici. Et il a récidivé. Ça va être sa 7e victoire d'étape dans sa carrière sur ce Tour Down Under. Il a eu beau avoir changé d'équipe et rejoindre l'Ineos. Quand il est dans son pays, c'est là où il est en forme. Et il s'impose de manière nette et sans bavure aujourd'hui, Sam Welsford. C'est la 13e victoire de sa carrière, la 8e au niveau World Tour. Et donc sur 13 de toutes ses victoires dans sa carrière, 7 ont été remportées sur le Tour Down Under.
Et la seule autre course qu'il a remportée hors Australie au niveau World Tour, c'était sur le Renewi Tour, là, le Tour du Benelux. En 2023, il avait remporté un sprint. Sinon, c'est tout en Australie que l'Australien Sam Welsford a remporté ses succès. Et il donc récidive aujourd'hui. Il devance le vainqueur de la première étape, Tobias Lund Andresen, qui fait donc un très très beau Tour Down Under lui aussi. Deuxième, Lewis Bauer, jeune néo-zélandais de la Groupama FDJ, vient prendre donc la 3e place. C'est Jack Stewart qui était là pour la NSN et donc Corbin Strong et qui vient faire 4e devant Aaron Gate pour l'XDX Astana Team. Zach Herzen, un Slovène pour la Bahrain Victorieuse qui prend une surprenante 6e place. Finn Fisher Black a bien tenté de faire le sprint, il termine 7e. Matthew Fox, un jeune Australien là encore pour la Lotto Intermarché qui prend la 8e place. Anton Charming pour l'Uno-X qui fait 9e et puis Jensen Plowright qui conclut ce top 10. Déception pour Matthew Brennan, donc seulement 12e aujourd'hui, qui n'a jamais pu vraiment lancer son sprint. Et puis on notera que quelques coureurs ont été quand même lâchés dans le final, dans cette toute dernière petite ascension. Et donc il y a des coureurs qui perdent un petit peu de temps. C'est le cas par exemple du leader de la NSN, George Bennett, qui est décevant, perd une 45. Molano, le sprinter de la Team Emirates, n'était pas là dans le final, il a été lâché, termine à 2 minutes. Danny Van Poppel également n'était pas là pour faire le sprint lâché, termine à 2 minutes 43 en compagnie de Jack Egg, le leader de Ineos Grenadier. Ça c'est quand même très étonnant de voir ce coureur-là distancé sur cette toute petite ascension alors que la plupart des sprinteurs étaient encore là. Lionel Tamigno lui aussi distancé, n'a pas pu participer au sprint, tout comme Corbin Strong. C'est pour ça que c'est Jack Stewart qui a fait le sprint. Il termine à 3,36. Le dernier du jour c'est Christian Van der Lee, le coureur de l'IF qui termine à 5,35 dans un petit groupe. Et puis on notera 2 abandons. Plutôt 2 coureurs non partants aujourd'hui. Ce sont 2 coureurs de la Lotto Intermarché, Jonas Ruch et Lennert Van Etvelt, qui décidément ne commencent pas 2026 de la meilleure des manières. C'est de mauvais augure. Après une année 2025 terrible, en fait, ces 2 coureurs, ils se sont accrochés sur l'étape d'hier. Ils sont tous les 2 tombés, les 2 coéquipiers. Et ils se sont fait suffisamment mal ensuite pour donc ne pas reprendre aujourd'hui, bien qu'ils aient terminé l'étape hier. Et ça fait donc 2 abandons pour la Lotto Intermarché. Au classement général, pas de changement. Dans le top 10, Jevine, toujours leader devant Jonathan Narvaez avec 6 secondes et Maro Schmidt 3e à 1,05. Au classement par points, Tobias Lund Andresen leader devant Sam Welsford et Matthew Brennan. Puis au classement de la montagne, Martin Orienstadt, ça sent bon, il a 41 points. Ses premiers poursuivants, Pepin Renderick et Enzo Paleni ont 17 et 14 points. Michael Lennard, lui, reste avec le maillot de meilleur jeune sur les épaules devant Andrea Raccani. Et c'est Pavel Novak qui prend la 3e place parce qu'Antoine Loth, le jeune coureur de la Decathlon, lui a été lâché dans le final. Demain, étape reine, étape décisive, la fameuse ascension de la Virunga Hill. L'arrivée au sommet de cette difficulté de 3,2 km à 7,5%. La petite nouveauté aujourd'hui, c'est qu'au lieu de le franchir à 2 reprises dans le final comme d'habitude, on la franchira à 3 reprises. Mais la première ascension, elle aura lieu plutôt au début, au kilomètre 50. Donc pas sûr que c'est une grande influence dans le final. Ensuite, il y aura une centaine de kilomètres de plat avant de la monter quasiment 2 fois de suite. Longue étape demain, 176 km. Est-ce que Jonathan Narvaez et Jevine vont rouler l'un contre l'autre ou est-ce qu'ils vont plutôt s'entraider pour aller offrir le titre à Jevine? Et derrière, l'autre maigre intérêt, ça sera la lutte pour la 3e place. Car sincèrement, on ne voit pas qui pour aller reprendre une minute là au duo de la Team Emirates. Sur cette 4e étape du Tour Down Under, ce sera l'étape reine demain. Salut à tous, salut à toutes.